Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International et tout de suite, Jean-Yves Heurtebise vous présente son émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, RTI, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons donc reprendre, poursuivre, continuer et conclure le podcast de la semaine dernière qui ouvrait sur l'analyse du Shangri-La Dialogue, le dialogue de Shangri-La, LSD, donc l'acronyme, donc pas la drogue, mais ce forum intergouvernemental de sécurité organisé à Singapour depuis 2002. Et nous avons évoqué la semaine dernière la manière dont la situation, la position de la Chine à l'intérieur et vis-à-vis de ce dialogue manifestait aussi le changement de la Chine elle-même sur la scène internationale. Et si la Chine a acquis un statut de plus en plus important au cours du sommet à partir entre la fin de Hu Jintao et le début de Xi Jinping, à partir de 2016, on voit qu'il y a un changement et c'est ce dont on va parler aujourd'hui en analysant la situation en 2026. Alors, ce dont on a parlé aussi la semaine dernière, ce qu'on a évoqué, c'est ce code de conduite en mer de Chine méridionale qui avait été d'abord travaillé par la Chine et l'ASEAN en 2002, puis proposé par la Chine, Brunei, Malaisie, Philippines, Vietnam en 2011, mais qui n'a jamais vu le jour. Et la manifestation la plus claire de sa non mise en pratique, c'est évidemment la condamnation de la Chine par le tribunal de La Haye, La Haye, qui a condamné la prétention de la Chine à la possession historique, à la propriété historique de 75% des récifs qui émergent dans cette région-là. On a évoqué cela. Pourquoi ? Parce que au moment où la Chine commence à être présente donc à l'ISS, donc c'est le nom, l'acronyme aussi de ce forum qui est organisé par l'Institut international d'études stratégiques, donc IISS en anglais. L'idée, en fait, c'était que la représentation accrue de la Chine allait permettre, en fait, son intégration dans le concert des nations. C'est quelque chose, c'est une forme, on va dire, une illusion, une fantaisie, un désir, un espoir, ou peut-être un auto-mensonge qui consiste à penser que l'engagement, l'intégration de la Chine dans les instances multilatérales va petit à petit mondialiser la Chine, va petit à petit libéraliser la Chine. C'est ce qui s'est passé avec l'OMS. C'est ce qui s'est passé avec l'OMC, c'est ce qui s'est passé avec tous ces différents, on va dire, forums, notamment donc le Shangri-La Dialogue. Donc l'idée, c'était que en permettant à la Chine d'avoir une position, de s'exprimer, qui correspondait naturellement à sa puissance économique montante, celle-ci allait aussi s'intégrer au concert des nations. Or, ce qui n'a pas été du tout vu, ce qui n'a pas été du tout compris à ce moment-là, c'est que l'objectif de la Chine était avant tout un objectif stratégique, c'est-à-dire que l'idée que la Chine va s'intégrer dans le concert des nations et donc va, d'une certaine manière, se mondialiser, ou si l'on veut s'occidentaliser, même si c'est pas exactement de ça dont il s'agit, a en fait été contredit par les événements. C'est-à-dire, c'est plutôt l'inverse. C'est pas la Chine qui s'est adaptée au monde, c'est le monde qui a commencé à tourner autour de la Chine. C'est pas la Chine qui s'est adaptée aux institutions internationales, c'est les institutions internationales qui ont commencé à se courber autour de la Chine, comme ici presque au sens physique, au sens de la relativité générale, où la masse d'un corps, c'est ce qui définit la courbure de l'espace-temps. Donc la masse économique, militaire de la Chine a courbé l'espace international autour d'elle, plutôt que c'est elle qui s'est, on va dire, modelée sur la forme prédéfinie avant elle de cet espace-là.
Donc là, c'est quelque chose qui est important à comprendre parce que c'est en fait une sorte de réflexe qu'on a souvent et on le voit à différents niveaux. C'est-à-dire que on fait souvent cette erreur, c'est une sorte d'optimisme, mais aussi en même temps d'hypocrisie ou de lâcheté un peu naïve. C'est qu'on demande finalement assez peu au présent parce qu'on espère que le futur, en fait, va répondre à nos problèmes. C'est-à-dire, par exemple, voilà, c'est pas la peine d'être trop on va dire, drastique avec les mesures écologiques. Dans le futur, on aura de nouvelles technologies, on aura de nouvelles politiques, on aura d'une nouvelle génération qui saura affronter ce problème mieux qu'on le fait. Et en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, c'est pas l'histoire qui elle-même en fait porte les fruits. C'est pas l'histoire qui elle-même donne les solutions. Si ces solutions ne sont pas imposées, ne sont pas traduites, si ces solutions ne sont pas implémentées étape par étape, en réalité, ça ne se passe jamais. Et c'est même le contraire qui se passe. Et quand le futur advient, il est contraire à nos espoirs, mais c'est alors à ce moment-là impossible de le changer. C'est quelque chose qu'on voit pour l'écologie, c'est quelque chose qu'on voit donc évidemment aussi pour la Chine. Donc l'espoir que le désir de respectabilité et d'intégration au concert des nations allait engendrer par lui-même, sans contrainte extérieure, sans étape clairement définie, une forme de libéralisation, une forme de dérigidification du régime, en fait, ça a fait oublier que l'objectif chinois, il était stratégique, c'est-à-dire l'idée pour la Chine, c'était c'était pas de se plier aux lois du monde, c'est en fait parce que pour elle cette intégration était stratégique au sens où c'était juste un aveu temporaire de faiblesse de laisser croire à l'autre qu'on allait s'adapter aux lois internationales telles qu'elles étaient faites. En réalité, l'idée c'est que dès qu'on était assez fort, le but c'était de les courber à son propre avantage. Donc, au niveau du Shangri-La Dialogue, ça se traduit comment? Ça se traduit qu'en fait, en réalité, il n'y a pas eu une montée en puissance de la Chine à l'intérieur de ce dispositif pour, on va dire, avoir de plus en plus de dialogue avec les partenaires, comme c'était l'espoir au départ. En réalité, sa participation a été de plus en plus, on va dire, minimale, et en même temps, elle a créé elle-même un forum, on va dire, annexe à cette manifestation, puisqu'on considère aujourd'hui que la Chine, du point de vue chinois, le Shangri-La Dialogue, c'est quelque chose d'occidental. Elle a créé son forum de Xiangshan qui lui permet de plus imposer son agenda. Donc la participation au Shangri-La Dialogue a été en fait l'occasion pour la Chine, non pas de s'intégrer dans ce dialogue-là en tant que partenaire égaux aux autres et également responsable, mais en fait de sortir petit à petit de ce dialogue, de se désintéresser de lui en créant son avatar aux caractéristiques chinoises qui lui permet de faire tourner ce dialogue autour d'elle-même comme puissance principale. Voilà, c'est quelque chose finalement qui est assez symbolique de ce rapport de la Chine aux institutions internationales. Donc cette année, en fait, c'est la traduction de ce qui se passe depuis ces dernières années. Avant même le début du sommet de 2026, la Chine n'avait pas envoyé, on savait que la Chine n'enverrait pas son ministre de la Défense pour la deuxième année consécutive. Et ça, c'est quelque chose qui marque évidemment une forme de retrait par rapport aux objectifs du Shangri-La Dialogue. Évidemment, c'est lié aussi au caractère assez, en ce moment, chaotique, ou on va dire assez fluctuant de l'état-major chinois, puisque l'amiral Dong Jun, ministre de la Défense nationale de la République populaire de Chine depuis 2023, c'est celui qui dirige donc l'armée après la purge de ses prédécesseurs Li Shangfu et Wei Fenghe, et qui donc lui-même n'était pas absent. Qui lui-même était absent. Donc, le ministre américain des armées a regretté l'absence de son homologue. Le Shinjiro Koizumi
son homologue japonais a dit aussi que sans l'homologue chinois, il ne pourrait pas avoir de dialogue plus approfondi avec Pékin. Et aussi le chef d'État-major allemand donc a regretté le fait que l'absence d'un responsable militaire de premier plan en fait trahissait une forme de refus du dialogue, de la concertation. Et une sorte de mépris pour les puissances moyennes qui cherchent à résoudre les problèmes par le dialogue de côté des grandes puissances, que ce soit les États-Unis ou la Chine. On voit que c'est la force économique, la force militaire qui prime, et la volonté de faire tourner le monde autour de ces deux centres plutôt que d'essayer de résoudre ensemble les problèmes du monde, comme on l'a déjà évoqué dans un précédent podcast. Et la déclaration du ministre de la Défense nationale des Philippines était assez claire. Il a dit, en termes de valeur ajoutée, la présence chinoise est réduite au minimum. Celle-ci consistant à promouvoir la ligne du parti plutôt que de s'engager de manière constructive, ce n'est pas une perte majeure pour moi. C'est assez clair. De toute manière, si la Chine n'est pas présente, ça change rien, puisque de toute manière, ils ne veulent pas dialoguer. Ils sont juste là pour affirmer la ligne du parti. Et en fait, moins le représentant est au gradé, moins le dialogue est réel et plus on a droit à en fait une forme de psittacisme, une forme de répétition de la parole du pouvoir chinois, sans aucune volonté de véritablement engager le dialogue. Et c'est là le problème, puisque au départ le dialogue Shangri-La, comme son nom l'indique, était un forum de discussion lié à cet espoir en fait qui est propre aux institutions internationales que le dialogue, ça permet de résoudre les tensions. Or, aujourd'hui, on évolue de plus en plus vers une plateforme où chacun en fait pousse son narratif national et qu'il vise par ce narratif à séduire, à contenter son public, sans vraiment essayer d'avoir une position constructive. Donc, le responsable philippin, le responsable japonais et le responsable chinois ont eu des positions diamétralement opposées. Donc, encore une fois, le responsable philippin a dénoncé les incursions répétées de la Chine dans les domaines maritimes de ses voisins, affirmant « les Chinois, ne regrettent rien de leur expansionnisme et persistent dans leur voie ». Le nier serait faire preuve d'une malhonnêteté absolue. C'est en référant à ce que la Chine a dit. Donc, celui qui était le responsable chinois, le représentant chinois, c'était Meng Xiangqing. Et il a vraiment, ce qui était véritablement notable dans son discours, c'était en fait un discours extrêmement adressé anti-Japon, en demandant aux pays asiatiques s'ils avaient confiance dans un Japon en train de se remilitariser, étant donné son rôle durant la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est quand même assez énorme. Imaginons qu'un général français se rende dans un forum européen et qui dénonce la militarisation, la hausse du budget allemand, en disant qu'en fait, il faut pas oublier que les Allemands ont été nazis. Et c'est exactement ce que la Chine fait et a fait au Shangri-La Dialogue, sans que ça fasse véritablement d'écho dans la presse internationale. Et le Japon a répondu de façon assez claire, assez précise, assez polie, en disant « Réfléchissez-y », et je finirai sur ça, il y a un pays, en l'occurrence la Chine, qui possède un immense arsenal d'armes nucléaires et de bombardiers stratégiques. Le Japon ne possède aucune de ces armes et pourtant, on la qualifie de néo-militariste. Voilà. Donc, le Shangri-La Dialogue n'est plus, s'il a jamais été, du point de vue de fait de la position de Pékin et de la puissance chinoise, a perdu cette fonction principale et c'est évidemment quelque chose qui n'est pas très positif au niveau de la santé, de la sécurité, de la région Asie-Pacifique que ce dialogue vise à co-construire et à co-définir. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.